Donc, pour le segment vert ou rouge, comme à l'habitude, en fait, je donne une affirmation et vous répondez par vert si vous êtes en accord ou rouge en désaccord. Et commençons par parler un peu des différents sujets qui ont marqué de l'actualité LNH cette semaine. Donc, première affirmation, si les Coyotes venaient à déménager, Houston serait la meilleure destination pour eux. Julien? Un rouge, le Québec. En fait, mettons, en fait, de fans, de passion, de revenus. Écoute, regarde, c'est même pas une question, là. C'est juste que ça se fera pas. Marc-Antoine? Ah, c'est la même chose, là. C'est plate de vendre tout le temps ça à des marchés en disant il y a un potentiel de marché, mais ils pensent jamais à la passion du hockey. C'est plate, là, tu sais, je veux dire, ça, en tout cas, je trouve ça juste ça dommage, c'est ça. Voilà. Moi, je vais aller avec vert pour cette situation précise. Parce qu'il y a les Coyotes qui jouent dans l'Ouest. Je trouve que ce serait pas logique de ramener une franchise à Québec et là, de devoir réajuster les divisions encore. Donc, je pense de les garder pas trop loin. Exemple, à Houston, d'un, tu peux créer une rivalité avec Dallas. Puis il y a quand même un certain marché à Dallas. On voit quand même qu'il y a une passion de la part des partisans. Donc, je pense que c'est quand même un marché potable. Et justement, le fait que tu ne réalignes pas, donc il faudrait attendre un autre moment. Mais évidemment, pour Québec, comme vous le mentionnez, ça arrivera probablement jamais. En tout cas, pas tant que Bettman va être présent. Luc? Vert, c'est Houston. Dans l'ordre, c'est Houston, Kansas City, Oklahoma City, Québec, puis Salt Lake City. Moi, je m'excuse du monde qui parle de Salt Lake City. Là. Hey, vous trouvez que Québec est petit, vous allez mettre un club à Salt Lake City. Vous êtes sérieux, là? C'est Houston, puis c'est plate, mais il n'y a pas d'autre marché pour la Ligue nationale de hockey à part Houston dans l'Ouest. C'est point barre. Mm-hmm. Ah, mais attends 2 secondes, est-ce qu'on se rend compte qu'on va être 2 équipes au Texas puis une au Québec? On est-tu sérieux, là? Ben, on pourrait être sérieux encore plus en disant qu'il y a 2 équipes en Alberta puis il y en a une seule au Québec aussi. Vous allez me dire que oui, l'industrie pétrolière est là, mais on pourrait développer très d'autres secteurs et on pourrait être aussi bon économiquement que l'Alberta aussi. Et encore là, je reviens avec mon point de tantôt. Pour moi, c'est pas le problème, c'est pas qu'il y ait 2 équipes à Houston dans cette situation-là, à Houston, au Texas dans cette situation-là, parce que les marchés peuvent être là. C'est le fait qu'il y en a juste un au Québec. Donc ça, c'est un autre débat, évidemment, là, mais c'est plus dans l'Est, les formations qui sont présentes dans l'Est qui devraient peut-être avoir du changement ou des réalignements. Puis il y a une équipe qui s'en va vers la finale de la Coupe Stanley qui ne remplit pas son aréna en ce moment. Donc ça, c'en est une des équipes une des deux de la Floride qui pourrait changer d'endroit possiblement. T'sais. Pierre-Carl? Moi aussi, je vais aller avec vert. Je pense pas qu'avec Gary Bettman, on va avoir une équipe à Québec. Je pense que ça va rester dans l'Ouest. Puis, c'est un marché américain, tu sais, du côté des codes pour la télé, en fait, là, les codes d'écoute pour la télé aussi. Gary Bettman aime bien ça. Garder une équipe américaine aux États-Unis. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Mm-hmm. Prochaine affirmation. Oui, vas-y, Marc-Antoine. Ça me surprend. Il n'y a pas d'équipe au Wisconsin, puis c'est un des États qui fournissent le plus de joueurs de hockey, tu sais, avec le Michigan. Je comprends pas, tu sais. Minnesota, Michigan et Wisconsin, c'est eux qui fournissent pratiquement pour l'entièreté du territoire américain. Là, fait que je comprends pas qu'il n'y ait pas d'équipe là. Tu sais, tant qu'à dire que vous voulez rester aux États-Unis, ben au moins mettez ça dans des États où c'est plus susceptible. Tu sais, c'est peut-être de niveau part de marché, c'est moins intéressant. Moi, je suis peut-être moins là-dedans. Là. En fait, je vais répondre à ta question comme ça. Milwaukee serait trop proche de Chicago, de 1. Si tu veux mettre un club, ça risque d'être probablement à Milwaukee. Parce qu'ailleurs, je vais te dire, tu ne mettras pas ça à Green Bay. Ça, en partant, si quelqu'un va me vendre l'idée d'un club à Green Bay, c'est pas la NFL, je tiens à le préciser. Il faut dire que tu as Minneapolis puis Chicago qui sert très bien la densité de population de cet État-là. Milwaukee qui n'est même pas à 2 heures de Chicago, puis Minneapolis qui est collé sur le Wisconsin. Fait que c'est pour ça que c'est un marché que c'est plate. C'est soit les Blackhawks ou le Wild qui ont déjà. Mais Houston, c'est pas tant loin de Dallas. Oui, mais tu as le bassin de population. Dans l'état total du Wisconsin, tu as 5 millions de personnes. Tu as déjà Chicago, comme je dis, pour vous donner une idée, Milwaukee, Chicago, c'est même pas à 1 heure. Puis tu rentres déjà dans ton. Je pense que c'est 200 km, si je ne me trompe pas, la limite dans la Ligue nationale de hockey pour avoir des clubs qui sont distancés l'un de l'autre. Fait que ça ne fonctionnerait même pas à ce niveau-là. Okay. Prochaine information, on reste dans l'actualité. En parlant des Maple Leafs de Toronto, on n'en a pas parlé dans le forum LNH, mais je comptais aussi qu'on en discute la semaine prochaine. Mais le vert et rouge va comme suit. Le prochain DG des Maple Leafs de Toronto doit échanger Austin Matthews avant le 1er juillet. Marc-Antoine?
Ok, cool, on commence par moi. Je peux commencer sinon. Ben, c'est parce que j'allais juste dire, je trouve ça dommage pour eux parce que techniquement, ça serait Tavares parce que c'est lui qui est plus âgé, mais son contrat est plus lourd, puis il reste encore plusieurs années. Fait que ça reste de voir, tu sais. Moi, je suis pas à l'intérieur, fait que je sais pas, est-ce qu'il veut rester tant que ça? Je trouve que c'est un joueur qui semble être affligé de jouer à Toronto. Ça a l'air d'être un boulet à jouer à Toronto. Vraiment pas l'air d'aimer ça, jouer au hockey depuis qu'il est à Toronto. Je jaserai avec lui, puis j'y poserai des questions à savoir tu veux-tu vraiment rester? Parce que si la réponse c'est oui, ben malheureusement, il va falloir qu'on négocie aussi que ce soit potentiellement avec un léger rabais. Tu sais, s'il demande 15,5 millions, ben il ne sera pas plus appuyé. Il ne prendrait peut-être pas un rabais à la McKinnon, mais tu sais, à la place de dire 15, ben écoute, 13,75, ça a du sens. Là. Puis on va trouver des alliés, puis on va faire en sorte que cette équipe-là soit compétitive. Ça reste à savoir. Peut-être qu'il ne veut même pas rester là, puis s'il ne veut pas, ben t'embrayes puis tu trouves une manière de l'échanger. Ça serait vraiment selon l'information que tu as. Parce que vite de même, il y en a combien les Austin Matthews dans la ligue, mais je pense que c'est peut-être un marché un petit peu trop difficile pour lui en ce moment. J'aurais quasiment souhaité de commencer sa carrière, je sais pas moi, n'importe où. Je sais pas, en Los Angeles, mais même ça peut être rock'n'roll un peu, mais mettons, je sais pas, en Arizona. Puis là, les Ducks. Ben c'est ça, les Ducks. Puis là, après ça, là, s'il se ramasse à Toronto, ben, qui a fait quand même ses dents ailleurs, c'est pas si mal. Mais là, dans un marché comme ça, pauvre lui, je veux dire, son langage corporel est épouvantable. Là, ça a l'air d'être terrible là, dans ce cas-ci. Là. Fait que j'y souhaite même pas, là, à la limite. Là. Donc, tu penches vers le vert dans ton cas. Donc, on l'échange en le 1er juillet. J'aurais plus tendance à dire vert, ouais. J'y vais avec vert également. De toute manière, on n'aura pas le choix de faire des changements au niveau d'organisation probablement dans la prochaine saison. Et à partir du 1er juillet, on sait que sa clause de non-mouvement va entrer en vigueur. Donc, pour moi, c'est le bon moment pour l'échanger. On n'est même pas certain qu'il va vouloir re-signer. Comme tu dis, Marc-Antoine, il n'a pas l'air d'avoir d'intérêt ou le goût de jouer à Toronto. Donc, pour ne pas prendre le risque que les Islanders ont pris il y a quelques années avec John Tavares, justement. Donc, je pense que ça serait peut-être le bon moment pour l'échanger, quitte à faire un changement ou juste un petit reset rapide d'une année pour Toronto, parce qu'on a quand même d'autres éléments en place pour garder l'équipe très bonne à long terme. Luc? Moi, c'est pas compliqué. C'est vert, puis la voie express à part de ça, il s'en va de Toronto. C'est plate, mais tant son temps que les joueurs étoiles ne comprendront pas que tu ne peux pas gagner quand tu prends 13% et plus de la masse salariale à toi tout seul, des joueurs comme ça, je n'en veux pas. C'est merci, bonsoir, bye-bye, hasta la vista, baby, puis il s'en va. Merci. Je tiens à dire, par contre, dans ton argumentaire, il y a Sergei Bobrovski qui gagne quand même 12% de salaire par saison. Oui, mais la différence, c'est que Bobrovski est en train de jouer comme Carey Price avant qu'on Exact. cale quelqu'un dans le genou gauche. Je dis ça, je dis rien. Pierre-Carl? Moi, je vais dire rouge. Il reste encore une année de contrat, même si ça a été plus difficile là, cette saison pour lui. Il reste une année de contrat. Puis, je pense que l'équipe va être encore compétitive. On peut encore faire les séries, puis on peut se rendre loin. On ne sait jamais, quand on rentre en série, qu'est-ce qui peut arriver. Puis, c'est de la pression aussi pour un nouveau directeur général d'échanger une vedette comme Austin Matthews. Donc, je ne suis pas sûr que ça va se faire cette année. Je pense qu'on va écouler la dernière année de son contrat. Julien? Je pense que le plus facile à passer, c'est Nylander. Ouais, ben oui. Mais, étant donné la situation contractuelle de Matthews, étant donné la structure salariale avec Tavares, Marner, qui sont au-dessus de 10 millions chaque, tu n'as pas le choix, même s'il veut rester. Je pense que tu n'as pas le choix dans ta structure salariale de le faire. Parce que Tavares, Marner, tu vas avoir de la misère à les échanger à 10,5 chaque à peu près pour encore 3, 4, 5 ans. Puis là, si t'embarques un attaquant de, mettons, 13 millions, écoute, ça fait pas de sens. Donc, malheureusement, Austin Matthews, on n'a pas le choix de l'échanger. Donc, je vais dire vert. Juste pour information, Tavares, Marner, c'est 2 ans qu'il leur reste à leur contrat, mais tout de même, tu risques de ne pas être en mesure de les échanger au salaire qu'ils font. Non. Mais les deux ont une clause de non-mouvement, de toute manière. Donc, ils peuvent décider de rester avec l'équipe. Tu n'as pas le gros bout du bâton dans cette situation-là, contrairement à Matthews, au moins d'ici le premier. Mais tu sais, Marner, il vaut. Tavares, tu le t'offres. Mais Matthews, avec ce qu'il va demander, oublie ça. C'est mathématique, là, c'est plate. Là. Comme avec Marc-Antoine, c'est Tavares, j'échangerais, mais il n'est pas Puis on l'a vu dans les dernières saisons avec la structure qu'ils ont présentement au niveau salarial.
il y a Ça marche toujours pas. des manques défensifs et c'est impossible à régler parce qu'on a les mains liées à cause des hauts contre-offensifs. Donc, effectivement, un mouvement serait peut-être une bonne chose, mais comme dit Pierre-Carl, peut-être que l'an prochain pourrait être la bonne, puis tu y vas all-in pour espérer gagner la Coupe encore avec ce noyau-là. Je crois pas. Prochaine affirmation. Rupee Hintz, qui a 22 points présentement, terminera les séries éliminatoires au sommet des marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc là, vous voyez la petite twist que je fais. Évidemment, les Stars peuvent être éliminés au tour présent et ça serait les autres joueurs qui le devancent. Ketchuk a 19 points, donc à 3 points de Hintz. Eichel, 15 points. Stone, 15 points. Robertson, 15 points aussi, mais évidemment joue avec Hintz. Et Verhaeghe, 14. Donc, Luc, pour commencer. Moi, je pense que non. Il va y avoir quelqu'un de mieux que lui qui va finir dans le haut du sommet. Je pense qu'il y a beaucoup de puissance offensive au sein des Golden Knights. Si jamais les Golden Knights vont avoir raison des Stars de Dallas. Donc, moi, je pense que non, effectivement, il ne terminera pas premier au pointeur des séries. Pierre-Carl? Moi, je vais dire vert. Je crois encore aux Stars qui peuvent renverser la vapeur en finale de l'association puis se rendre jusqu'à la finale de la Coupe. Puis je pense qu'il va poursuivre. Il est premier depuis quasiment début des séries. Puis je pense que ça va se poursuivre. Julien? Je vais dire rouge. Même si Floride, c'est à peu près sûr qu'ils s'en vont en finale. Donc, même si les Stars, je pense, ils vont, je pense que Matthew Tkachuk va avoir le dessus sur lui. C'est la finale va rattraper les points de retard. Donc, peu importe, moi, je pense que c'est rouge. Puis, je prédis déjà que ça va être Matthew Tkachuk. Marc-Antoine? Il y a une chose qui est sûre et certaine, selon moi, c'est que si Dallas se rend en finale, ça va être grâce à Rupee Hintz. Ouais. Fait que là, c'est ça qui est difficile de savoir. C'est est-ce qu'ils vont être capables de se rendre en finale parce que Matthew Tkachuk est à quoi 3 points. Puis c'est vraiment lui en offense. Là. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que ça va être Matthew Tkachuk parce que justement, lui, il risque d'avoir. Ils vont sûrement leur donner du fil à retordre de la Caroline. Je pense pas que ça va finir en 4, mais mettons en 5 ou en 6. Et déjà là, tu lui donnes 2 matchs de plus. Après ça, tu ajoutes la finale qui est minimum 4 matchs. Il y a 6 matchs en main sur Rupee Hintz si ça ne se termine pas. Je pense pas que ça va se terminer en 4, là, mais non, moi je pense que c'est plus safe. J'irais avec Matthew Tkachuk. Si j'avais à gager $1 000 ou $100 ou un montant quelconque. $1 000, tu y vas. T'es pas Moi, je vais stressé. Matthew Tkachuk. Antoine, il n'est pas creuse, là. Il n'est pas comme. Non, je ne dirais pas comme qui, il est bon. Mais en tout cas, Moi, de mon côté, je vais aller avec vert. Je pense justement le fait que les Panthers, moi je pense à l'inverse, je crois que ça pourrait se terminer en 4, maximum en 5 contre les Hurricanes, donc c'est une série très courte. Et même si les Stars perdent contre les Golden Knights au final, ben on va quand même réussir à étirer cette série-là selon moi. Donc je pense qu'il va aller chercher quand même une petite avance. Puis peut-être même se rendre en finale et justement être encore plus productif, mais je crois quand même qu'il va être tout juste devant Tkachuk à la toute fin. Mais je pense aussi que ça joue entre les deux. Pour moi, les autres qui sont à 15 points et moins sont déjà écartés là, de finir premier. Dernière affirmation, en fait, c'est le dans mon équipe. Donc, je vous présente 2 joueurs et vous choisissez autour duquel vous voudriez bâtir votre équipe. Évidemment, on revient au début de leur carrière. Donc, il y en a un des deux qui est assez âgé maintenant. Donc, on ne compte pas justement le nombre d'années restant, mais bien le nombre d'années qu'il a fait dans la Ligue nationale. Et je vais avec 2 anciens coéquipiers pour qui la transaction de 1 a été bénéfique pour les deux. Donc, je monte les 2 joueurs. Brett Burns contre Erik Karlsson cette semaine. Donc, évidemment, en termes de rencontres, beaucoup plus de matchs pour Brett Burns, plus âgé également. Les deux ont gagné le Norris, mais à 2 reprises pour Karlsson. Médaille d'argent olympique pour Erik Karlsson et médaille d'or à la Coupe du monde de hockey pour Brett Burns. En termes de points, léger avantage Burns, mais en pourcentage de points par match, Karlsson a le dessus. Au niveau du différentiel, c'est plus difficile pour Karlsson qui a souvent été dans des équipes dans les bas-fonds, que ce soit à Ottawa, outre les années des séries éliminatoires et à San Jose. En série, quand même similaire en termes de statistiques également. Les deux sont dans le positif au niveau des plus et moins. Plus de buts, évidemment, du côté de Burns qui a également eu plus de matchs disputés au cours de sa carrière avec les Sharks. Donc, on est autour de Pierre-Carl de commencer. Pierre-Carl, qui choisis-tu entre les deux? C'est encore une fois un choix difficile, Nicolas, cette semaine. Je vais aller avec Erik Karlsson. Son côté offensif aussi, peut-être, je pense aussi récemment, avec la saison qu'il vient de connaître, mais aussi en général, je trouve que oui, défensivement, il y a plus de difficultés, je pense, un peu que Brent Burns, mais pour son jeu offensif, c'est rare qu'on voit un défenseur aussi dominant offensivement.
Donc, je vais prendre Erik Karlsson, surtout qu'il est quasiment au même nombre de points, puis il est beaucoup plus jeune, moins de matchs joués. Mais j'ai oublié l'aspect défensif, mettons. Julien? Les deux ont eu de la misère défensivement. Ouais. Honnêtement, moi, Burns, là, pour ajouter une coupe de match de San Jose, là, c'était pas super non plus. Puis, je pense que Burns à 38 ans est meilleur que ce que Carlson va être à 38 ans. Par contre, pour l'ensemble de la carrière, sans l'ombre d'un doute, Erik Karlsson. Marc-Antoine? Il y a une affaire qu'on oublie aussi, c'est que Brent Burns a été un attaquant pendant un bout. Ouais. Il a joué aussi au Minnesota. Il est passé de Playboy à quasiment Chewbacca aussi, ça on oublie, mais ça n'a pas rapport, tu me diras. Mais moi, il y a une affaire que je me rappelle par contre avec Erik Karlsson, c'est en 2016-2017 avec Guy Boucher. Ils se sont rendus en 3e ronde alors que c'était loin d'être un club pacté. Puis si Erik Karlsson ne se blessait pas davantage, ça aurait été une Coupe Stanley signée Erik Karlsson. Puis il y aurait une Coupe Stanley, puis il y aurait probablement joueur des... Chose que Brent Burns s'est jamais passé proche de son côté. Là. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense que Karlsson, cette année, il s'est dit, moi, je veux un Norris, puis comment je vais l'avoir en ayant le plus de points possible. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Des games où tu fais, il trouve le moyen de faire 2 points et d'être moins 1. Il faut le faire quand même. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que Karlsson, il est plus gamer. Là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un naturel. Là. Tu sais, c'est un joueur, quand il s'est fait repêcher, il pesait 160 livres. Il n'a pas pris ben plus de masse. Il était 5 pieds 11. Il est rendu un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Écoute, il faut vraiment avoir toute une tête de hockey pour partir de la défense, contrôler le jeu comme il était capable de contrôler le jeu pendant autant d'années. Je suis persuadé qu'il s'est fait voler. Peut-être un Norris. Ce serait peut-être un gars que si on est fair et qu'on oublie combien de Norris il a gagné, il aurait peut-être fini sa carrière avec 3, peut-être 4 Norris. Une Coupe Stanley. Écoute, c'est vraiment de notre époque peut-être un des défenseurs les plus électrisants des peut-être 10-15 dernières années. Puis, tu sais, je pense que s'il y a un flambeau qui a été donné, mettons, de Lidstrom-Chara qui se débattait avec Keith pour avoir tout le temps le trophée du meilleur défenseur, Norris, ben le plus électrisant depuis peut-être Niklas Lidstrom, pour moi, ce serait probablement Erik Karlsson. Monter d'un bout à l'autre de la patinoire, faire le tour 4-5 fois, ramasser une rondelle, cross-ice avec un joueur qui est capable de la mettre dedans. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose d'Erik Karlsson. Et même Guy Boucher avait dit, si tu me donnes le choix de Crosby et Erik Karlsson pour le côté gamer, pas l'intangible, pas faire des points, moi je prends Crosby avant, mais le plus gamer de tous les joueurs de hockey, quand il décide de mettre la switch à on, parce que Crosby est toujours à on, lui quand il met la switch à on, il peut faire gagner le match probablement plus encore que Crosby. Fait que pour moi, c'est même pas vraiment proche là, à ce stade-ci. Là. J'y vais aussi avec Carlson, puis tu en as parlé, mais moi, c'est la seule chose qui rentre en ligne de compte dans l'argument, c'est le parcours éliminatoire des Sénateurs en 2016-2017. C'était vraiment impressionnant de le voir. Puis, tu sais, au-delà des dernières années qui ont été peut-être plus difficiles à San Jose, l'adaptation s'est moins bien faite. Ça reste quand même que pour moi, Carlson est supérieur à Burns. C'est sûr, exemple, si on regarde les deux, pour moi, Carlson a plus l'étoffe d'aller chercher, être ton défenseur numéro 1, tu sais, sur lequel tu peux te fier à chaque rencontre. Il y a des lacunes défensives, oui. Mais comme Julien disait, Burns en a également. Donc pour moi, c'est Erik Karlsson devant. Quoique peut-être il y a des fois, justement, tu t'en parlais, il faudrait qu'il soit plus souvent un gamer, donc vraiment qui veut gagner, parce que j'ai l'impression que c'est quand même arrivé souvent dans sa carrière qu'il était peut-être démotivé ou que on semblait un peu des fois désintéressé sur le jeu. Donc encore là, c'est sûr que dans des équipes perdantes, c'est moins intéressant. Mais tout de même, il y a peut-être ce petit aspect-là que j'aime moins de Karlsson. Mais dans l'ensemble, c'est un joueur plus talentueux pour moi que Brad Burns. Luc? Hey, sérieusement, là, qu'est-ce que c'est cette question-là? Je vois le vert. Je peux-tu prendre c'est aucun de ses réponses? Écoute, simplement parce qu'il frappe un peu plus que Karlsson, ça va être Brent Burns. Mais si j'avais le choix, c'est comme du fromage bleu. J'en prendrais aucun ni l'autre. Je pense que je m'en irais directement dans la section mozzarella ou cheddar. Donc, on sait que Luc n'est pas fan de Burns ni de Karlsson. Et qui sont puants. En défensivement, c'est des plans pour faire arracher des cheveux de tes coachs de défenseurs, puis je veux pas ça. Mais en même temps, si on met de côté... le profil d'un coach de défenseur. Mais si on met de côté le hors-glace, j'ai comme l'impression, parce que ça, c'était le père d'Hugo, je pense qu'il avait dit ça, Erik Karlsson est probablement le joueur le plus proche de Paul Coffey,
parce que c'est une autre époque, évidemment. Mais ça reste un défenseur qui a fait 100 points. Tu sais, qui est capable de faire ça? Tu sais, ça n'a pas de sens. Là. C'est qui les Je pourrais défenseurs? te sortir Roman Yossi ou Carl McCarr qui vont être capables de faire ça aussi. Oui, non, c'est clair. Mais je parle pour. Tu sais, il y a 32 ans, Carl McCarr en a 23. Tu sais, fait que ça reste quand même un 10 ans d'écart entre les deux. Fait que 10 ans, c'est à peu près une génération. Fait que de notre génération, le plus proche, c'est peut-être Drew Doughty. Sa meilleure saison, c'est 58 points peut-être. Là. Fait que. Marc-Antoine fait des enfants à 10 ans. C'est l'âge pour faire des enfants. Si je comprends le concept de génération de Marc-Antoine, Non, mais il génération, est très jeune. Écoute, moi, je tiens juste à dire que Roman Yossi a fait 96 points l'an passé en 80 oui, mais matchs. pas de manière régulière. Tu sais, il y a quand même. Carlson ne fait pas 100 points de façon régulière non plus. Là. Non, mais 80 points de façon régulière, oui. Si tu prends 100 points puis sa saison planchée à 56, t'es à peu près à 80. T'sais. Puis il y a plusieurs saisons de 80, non moins 4. Ah, Carlson, Il y en a une seule saison de 80. Mais il doit être à quoi, 76? Ouais, je viens de vérifier. Évidemment, c'est les facilités du direct d'aller voir. 82 en 2015-2016 avec les Sénateurs, sinon 74 en 2013-2014, 71 en 2016-2017. Okay, et je vais juste vérifier. Pour la saison 71, était en 77 matchs. Donc, il y avait 5 matchs de pas jouer cette saison-là. Donc, tout le monde, on est près du point par match. Ben non, mais c'est ça, on l'a vu tantôt dans la statistique. Là, si tu fais l'ensemble de sa carrière, point par match, il est pas loin. Là. Il est peut-être à. C'est quoi? Il y a une moyenne de. Ouais, il y a une moyenne de 65 points par saison, à peu près, avec ce que je vois comme chiffre. Alors, 65 points par saison, c'est bon. Et aussi, il doit avoir une saison facile de 30-40 points, à peu près. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Ouais, mais là, on ne compare pas Yossi et Carlson. On compare Carlson et Burns. S'ils nous avaient mis Yossi, Carlson, je suis convaincu que les 5, on prenait Yossi. Et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait non plus également. Exactement.